Bilan mitigé pour cette journée de mobilisation des enseignants. Moins d'une dizaine de professeurs s'est déplacés devant le rectorat pour protester contre la réforme du collège. Ces derniers ont tout de même été reçus par le recteur Camille Galap, qui a pris des engagements. Harry Chalus lance sa politique de rééquilibrage du territoire. Il était sur le terrain dans le sud Basse-Terre pour évaluer les besoins, notamment ceux du port. Outil important, le port sera rénové pour donner une nouvelle impulsion à l'économie basse-terrienne en souffrance. Et le roi de la dancehall, Admiralty, se prépare à remplir la plus grande salle de concert d'Europe, le Palais Omnisport de Paris-Bercy en avril prochain. Il a choisi de mettre en valeur les talents de la Caraïbe. Nos rédactions de Guadeloupe et de Martinique se sont penchées sur la préparation de cet événement qui s'annonce grandiose. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Malgré l'appel des syndicats, les enseignants ont été peu nombreux à s'être mis en grève aujourd'hui. Seuls quelques représentants syndicaux du SNES-FSU étaient rassemblés ce matin pour protester contre la réforme du collège. Ils sont ressortis néanmoins satisfaits de leur rencontre avec le recteur. Les détails avec Karen Diamin. Il l'avait annoncé, à l'instar des syndicats nationaux, la FSU et le SNES étaient mobilisés ce matin pour dénoncer certains dysfonctionnements du système éducatif du département. Nous sommes mobilisés pour deux raisons principales. Premièrement, les suppressions de postes qui ont entraîné mécaniquement une incapacité à prendre en charge les enfants correctement, notamment en lycée. Et puis la deuxième chose, c'est surtout la réforme des collèges qui aujourd'hui percute justement notre département, désorganise les établissements et surtout le risque, c'est de voir tout simplement les enfants les plus fragilisés qui ne pourront pas être pris en charge correctement. Après un rassemblement rapide devant le rectorat, les syndicats seront reçus pendant 1h30 par un recteur désireux de trouver des solutions. Ils ont posé un certain nombre de questions, nous avons pu répondre à un certain nombre d'éléments et nous allons continuer à échanger avec eux, comme on l'a toujours fait d'ailleurs, pour essayer d'être toujours rassurants, apporter des réponses rapides, efficaces, pour dissiper quelques malentendus ou quelques incompréhensions qui pourraient intervenir là à cette rentrée. Les questions qui ont été soulevées aujourd'hui relèvent de la mise en place de la réforme du collège ou bien des questions liées aux difficultés de recrutement dans le premier degré, notamment sur Saint-Martin. On a apporté un certain nombre de réponses sur lesquelles, évidemment, les collègues ont acquiescé. Et puis c'est vrai que ça nous met dans une dynamique aussi de mise en place d'une réforme du collège qui, comme je l'ai toujours dit, va prendre un peu de temps pour pouvoir s'ajuster. Nous devons accompagner évidemment le corps enseignant, nous devons accompagner les chefs d'établissement, nous devons accompagner également le corps d'inspection. Et tout ce monde-là doit se mettre dans une dynamique pour pouvoir mettre en œuvre une réforme du collège qui a pour vocation d'être une réforme pédagogique dans l'intérêt des élèves pour qu'ils soient dans une dynamique de réussite. Des mots encourageants qui auront véritablement rassuré les syndicats, qui restent tout de même vigilants. Vous savez, on est toujours attentif et on sait que derrière le discours, il faut qu'il y ait des réalisations. Donc on va attendre les réalisations et quand on aura les réalisations, on sera véritablement satisfait et on pourra dire qu'il y a un véritable dialogue social. Puisqu'on a toujours été entendu par ce recteur. Maintenant, on souhaiterait être écouté et voir les réalisations concrètes. On a entendu un recteur qui était attentif, qui est conscient quand même des difficultés de l'académie et qui nous a apporté quelques réponses qui peuvent devenir concrètes rapidement et donc forcément qui nous intéressent puisqu'il s'est engagé à revoir avec les chefs d'établissement l'organisation des emplois du temps, ce qui est quand même un point majeur pour nous pour enseigner au quotidien dans les collèges, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et puis à moyen terme, il s'est aussi engagé à revoir les calibrages d'entrée d'enseignants dans l'académie, ce qui devrait permettre peut-être de résorber un peu cette crise des postes avec des élèves qui se retrouvent sans enseignants aujourd'hui et qui obligent à recruter des précaires à tout va, ce qui pose un véritable problème et pour les élèves bien sûr et pour les gens précaires qui sont employés. 6 jours après la rentrée dite officielle, les syndicats s'affairent quotidiennement pour assurer aux milliers d'élèves scolarisés un enseignement de qualité. Le président de région, Harry Chalus, a lancé sa politique de rééquilibrage du territoire. Ce matin, il a visité les principales infrastructures du sud Basse-Terre afin d'évaluer les besoins des projets en cours. Isabelle Hameau a suivi cette visite. Première visite au port maritime de Basse-Terre, où il a été question d'avancer sur le projet de front de mer et de la réparation navale de ce port abandonné depuis plusieurs années. Selon Harry Chalus, tout devrait être rénové et redynamisé pour attirer la clientèle touristique. Nous nous sommes rendus compte depuis tantôt que le port de Basse-Terre était abandonné. Aujourd'hui, nous avons été avec le directeur, les élus, les techniciens sur le port pour rassurer quand même ceux qui y travaillent que des travaux vont démarrer d'ici le mois d'octobre pour à peu près 500 000 € notamment
la détérioration du pont Roro, hein, c'est où les bateaux débarquent, les voitures, les marchandises, ce qui ralentissait un peu la commande sur la Basse-Terre. Ensuite, la clôture et réaménager un peu vraiment ce port. Oui, la volonté, elle est présente, elle est claire, elle se traduit par des investissements, elle se traduit aussi par des démarches commerciales, avec des belles promesses aussi. Je crois qu'on aura une très belle saison croisière, pas celle-ci malheureusement, mais la suivante, grâce à ces efforts conduits avec le comité du tourisme et avec tous les partenaires. Cette visite a aussi été l'occasion de confirmer la remise en état du hall des sports de Rivière-des-Pères pour relancer les activités sportives du Sud Basse-Terre. Ce hall des sports, livré en 2003, n'a servi que très peu et pourtant situé à proximité d'un établissement scolaire. Selon la présidente de la CSBT, ce projet sportif a été saccagé à cause d'un climat politique tendu avec l'ex-majorité régionale. Je dis publiquement, moi j'ai mal de voir une réalisation faite depuis 2003 et par la mesquinerie, la méchanceté du président Lurel, qui est pourtant un homme intelligent, il a saccagé le projet uniquement pour me casser. Il n'est pas arrivé, je le verrai se réaliser parce que je fais confiance à l'engagement du président du Conseil régional sur ce dossier-là. Les travaux de réparation et d'aménagement ont été lancés, un chantier qui s'élève à 450 000 €. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons mettre les moyens pour pouvoir faire les travaux comme c'est la région qui a construit ce bâtiment, finir les travaux et mettre à la disposition de la CSBT qui va gérer pour que les jeunes Guadeloupéens puissent l'utiliser. Non mais je suis vraiment, comme je le dis, étonné. Je ne connaissais pas ces structures, je ne la connaissais pas. Donc nous allons tout mettre en œuvre pour pouvoir faire fonctionner ce gymnase pour la Basse-Terre et la Guadeloupe. Enfin, le président de région a terminé sa visite du côté de Saint-Claude où se construit le pont de la rivière Noire à la sortie du bourg. Une reconstruction qui permettra une circulation à double sens et sécurisée par son caractère parasismique. La Cour de cassation a rendu son verdict ce matin concernant l'affaire Green Parrot. Alfred Marie-Jeanne, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, ainsi que sa fille et son gendre, seront finalement jugés à Paris. Rappelez-vous, ils sont accusés de faux, d'usage de faux et de prise illégale d'intérêt dans une affaire de subvention pour la construction d'écoles à la Dominique et à la Grenade. La décision de poursuivre le procès à Paris a bien sûr fait réagir le camp Marie-Jeanne qui dénonce une manipulation politique. Reportage Marie Tricot, Michelet François, d'ATV Martinique. Ce ne sera finalement pas ici, au tribunal de grande instance de Fort-de-France, que le procès du clan Marie-Jeanne sera jugé. La Cour de cassation a annoncé que la poursuite des débats aura lieu en territoire neutre, à Paris. En mars dernier, la première audience de la très médiatique affaire du Green Parrot avait déchaîné les passions. Les nombreux sympathisants marie-jeannistes avaient envahi le prétoire dans une ambiance électrique. Finalement reportés, les débats devaient se poursuivre le 9 novembre prochain à Fort-de-France. La décision de dépayser le procès a été motivée par le besoin de dépassionner un dossier brûlant et politique, menacé par les tentatives de déstabilisation, selon le procureur général à l'origine de la requête auprès de la Cour de cassation en août dernier. Pour le camp Marie-Jeanne, cette décision est un affront. Je dis que c'est une honte. Un camouflet d'abord pour les juges de la Martinique. Une insulte, une injure pour le peuple martiniquais, car tout cela est fait au nom du peuple français. C'est une marche arrière à une époque que l'on croyait révolue, celle des procureurs du roi, qui obéissaient et qui obéissent encore aujourd'hui à un pouvoir, au service d'un clan, d'un parti. En réalité, ils ont compris que le 9 novembre, ils avaient perdu, qu'Alfred Marie-Jeanne allait être relaxé. Ils ont eu peur. Et ils ont préféré botter en touche, se souvenant que dans 6 mois, il y avait des élections législatives et qu'une relaxe d'Alfred Marie-Jeanne, le 9 novembre, allait être un tsunami politique pour eux. Est-ce que le fait de lui faire traverser l'Atlantique en fera une procédure valide? Non. Ce dossier restera celui qu'il est, que ce soit à Paris, à Cayenne ou partout dans le monde, c'est-à-dire une poursuite politique. Dans l'histoire judiciaire martiniquaise, d'autres dossiers sensibles ont déjà fait l'objet d'un dépaysement. Pour mémoire, le procès emblématique des 16 de Basse-Pointe ou encore celui du meurtrier présumé d'Antoine Siger avaient connu leur dénouement hors de nos frontières.
sur le nombre de décisions judiciaires, c'est plutôt une exception, mais le dépaysement dans des affaires sociopolitiques un peu chaudes, on va dire ça comme ça, est relativement fréquent. On a de manière quasiment systématique, quand les événements impactent l'environnement politique, quand il y a un soutien populaire fort ou quand les affaires défraient la chronique, de manière assez classique, il y a du dépaysement, on va dire, pour calmer un peu les choses. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une bonne nouvelle pour Alfred Marie-Jeanne, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que de manière systématique, on a pris une dizaine de cas. Le dépaysement est largement favorable à la défense, puisque de manière quasiment systématique sur les 10 cas qu'on a traités, nous, les accusés sont acquittés. Et c'est probablement une tendance générale d'apaisement, de volonté de dépayser pour calmer les choses, et puis probablement pour que le parquet ne soit pas accusé d'avoir fait condamner quelqu'un en dépit de la pression populaire ou à cause de la pression populaire. Pour l'heure, les conseils de la famille Marie-Jeanne n'excluent pas d'aller à l'encontre de la décision de la Cour de cassation. Seul recours possible désormais, en appeler à la Cour européenne des droits de l'homme. En Guyane, le président Rodolphe Alexandre doit lui faire face à une grève illimitée lancée par l'UTG. Les entrées de la cité administrative ont été verrouillées dès ce matin. Une mobilisation qui vise l'égalité de traitement pour l'ensemble des agents de la collectivité. Plus d'explications avec Stéphanie Puglisi et Jonathan Lariot d'ATV Guyane. Des pneus, des palettes, un barrage de fortune mis en place depuis 4 heures ce matin devant l'entrée de la collectivité territoriale. Le syndicat UTG de la CTG entame une grève illimitée. La semaine dernière, un préavis avait été déposé avec 12 points de revendication, notamment la fin d'une discrimination entre les agents de l'ancienne région et l'ex-conseil général. Mais selon le syndicat, aucune réponse concrète n'a été apportée et la situation empire. Il s'agit en tout cas de mettre le personnel sur le même pied d'égalité en termes de traitement, d'organiser la CTG et prioritairement les fonctions support, donc les services doublants, où les personnels encadrent en tout cas sont en souffrance puisqu'ils ne savent pas à quelle enseigne ils seront logés. Donc c'est la souffrance, ne pas savoir où on est, ne pas savoir à quelle sauce on sera mangé, puisque c'est de la pression, c'est du chantage, c'est tout ça qui se passe au fait pour les agents contingents. Autrefois en intersyndical avec l'UTG, les membres du SPAT ont décidé de ne pas faire partie de cette grève. Selon le syndicat général, des solutions ont d'ores et déjà été apportées, notamment sur les questions de tickets restaurants, d'organigramme et d'organisation du temps de travail. Pour lui, tout est une question de temps. Je suis le premier à dire qu'on a des revendications syndicales. Nos collègues, certains de nos collègues, et en majorité de l'ancien conseil général, ont des conditions de travail difficiles, mais ce n'est pas qu'on construit une collectivité comme celle-ci. Ce n'est pas du jour au lendemain de coup de baguette magique, parce qu'elle n'existe pas, cette baguette magique. Donc il faudra qu'on aille point par point, les points les plus importants d'abord, et on arrivera un jour. Mais faire en sorte de mettre bout à bout, et en opposant systématiquement la situation supposée de l'ancien conseil régional avec la situation supposée de l'ancien conseil général, on n'avancera pas. Après 9 mois d'existence, la CTG connaît sa première grève illimitée. Une grève qui ne touche pas uniquement l'île de Cayenne. Des agents de 11 communes de Guyane se sont eux aussi mobilisés aujourd'hui. Vous aussi, vous avez effectué certainement votre rentrée en même temps que les élèves. Les mois qui viennent seront chargés en événements, notamment politiques. Harry Chalus fêtera sa première année à la tête de la région. Les primaires de la droite et du centre se dérouleront au mois de novembre et l'élection présidentielle se déroulera dans le premier semestre 2017, suivi des élections législatives, le tout marqué dans un climat de risque d'attentat. Peut-on être optimiste? L'êtes-vous? C'est la question que vous a posée Patrick Curie face à la caméra de Moïse Dexter. Mais si elle va bien se dérouler, ça se déroule toujours bien. Oui. Normalement, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Hein? Je pense que oui, s'ils font tout pour arriver, peut-être que oui. Ça a bien commencé et la fin aussi, jusqu'à la fin. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Avec la loi, la politique, non. La loi Hollande, non, je ne crois pas. Je pense comme toutes les années, quoi. Ça ne devrait pas. Au début, on est toujours inquiet, c'est normal, les syndicats se manifestent, mais à la fin, on voit que ça se passe bien, on a des très bons résultats. L'année dernière, on a eu des très bons résultats.
Pas vraiment. Pour certains, mais il y a déjà la grève des enseignants. Si, je suis plutôt confiante. Il faut quand même garder cet esprit positif pour justement la jeunesse à venir. On n'est jamais confiant, il y a toujours des trucs, quoi, j'espère. J'espère que ça va bien se passer. Non, par rapport à la grève, ils auraient dû s'organiser avant pour éviter qu'il y ait de la grève par rapport aux élèves qui commencent à rentrer. À chaque entrée, il y a toujours des petits soucis, quoi. Il y a toujours eu des problèmes, c'est normal, je pense. Ben oui, ça va bien se dérouler, je pense. Lui a toujours le sourire et montre une bonne volonté à toute épreuve. Si la rentrée scolaire s'est globalement bien passée dans sa commune, et il lui reste des paris considérables à gagner. Christian Baptiste, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le maire de la ville de Sainte-Anne. Alors l'an passé, il y avait eu pas mal de remous autour de la rentrée des classes. Certains parents d'élèves craignaient des suppressions, tout simplement, de classes. Comment êtes-vous parvenu à une rentrée scolaire apaisée cette année ? Pardon, parce que tout simplement, nous avons eu une bonne collaboration avant la fermeture des classes, notamment avec le rectorat. D'ailleurs, il y avait une classe qui était menacée à l'école Ginette Maragnès, et nous avons pu donner des garanties qu'il n'y aura pas une baisse d'effectifs. Et j'ai dû intervenir au niveau du rectorat, en parfaite collaboration avec les parents. Et par conséquent, nous avons eu cette rentrée qui est tout à fait apaisée par rapport à l'an dernier où, en fait, on nous a donné des informations, mais juste après la rentrée, ce qui n'était pas du tout normal. Christian Baptiste, on se souvient encore des inondations du mois d'août. Certains habitants étaient sous les eaux dans leurs habitations. Est-ce que vous avez pu, là, cette fois-ci, procéder au curage des canalisations ? Alors effectivement, le 24 août, le mercredi 24 août, nous avons eu une inondation particulièrement dans le secteur de Valette. Bon, alors nous avions déjà commencé le curage, ce qui fait que l'eau est redescendue très vite. Alors aux dernières intempéries, il n'y a pas eu d'inondation. Ce qui prouve que ce curage du canal de Valette, notamment, a permis d'éviter ces inondations. Donc, par conséquent, les choses sont venues dans l'ordre. Mais je tiens à signaler que Valette, à l'époque, c'était vraiment une période marécageuse. Et bon, forcément, il arrive un moment donné et la nature reprend ses droits. Mais en tout cas, nous restons véatifs et nous avions anticipé. D'ailleurs, avant le 24 août, parce que nous avions déjà commencé ces curages. Est-ce que justement la gestion des alertes émises par Météo France vous a aidé ? Bien sûr, hein, parce que nous avons quand même un plan en sec qui est bien rodé, que nous avons mis en place avant les vacances. Et il y a eu des réunions, notamment avec les responsables de secours du SDIS vis-à-vis des élus. Et donc, par conséquent, la communication a été parfaite. Mais il faut dire aussi que nous avons quand même été épargnés sur Sainte-Anne, parce qu'il ne faut pas oublier des communes comme le Lamentin, ou comme notamment le Lamentin, ont connu des inondations, Sainte-Rose aussi. Ça n'a pas été le cas cette année pour Sainte-Rose, qui a pris des dispositions également. Nous avons reçu il n'y a pas longtemps le maire de la commune. Voilà. Parlons maintenant des comptes de la collectivité de Sainte-Anne. Je rappelle un peu la situation. En 2014, vous héritez d'un lourd passif, plus de 31 millions d'euros de dettes. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Qu'avez-vous fait pour résorber la situation ? On parle de chefs d'entreprise qui attendent toujours d'être payés, selon la Chambre régionale des comptes. C'est tout à fait cela, parce que c'est quand même près de 6 millions d'euros de déficit aujourd'hui. Alors, nous sommes dans une démarche de redressement. Ce que nous avons fait, premièrement, c'est de pouvoir élargir la base fiscale, dans la mesure où nous avons mis un fonctionnaire à la disposition des finances publiques. Donc, nous avons une convention avec la direction des finances publiques pour nous permettre d'élargir. C'est pratiquement 1 million d'euros sur les 2 ans que nous avons pu avoir. Nous avons aussi augmenté les redevances du domaine public, notamment les droits de place, mais aussi les redevances concernant la taxe de séjour. Parce que lorsque nous sommes arrivés, c'était 150 gîtes. Et aujourd'hui, nous avons répertorié plus de 800, effectivement, qui contribuent à l'augmentation des recettes. Il faut savoir aussi que pour synthétiser, sur ces 2 ans, nous avons diminué nos dépenses de 2 500 000 euros. Et nous avons augmenté nos recettes de 1 800 000 euros. Ce qui fait que nous avons fait une économie de 4 300 000 euros, d'une part. Et d'autre part, nous avons amélioré les procédures, notamment les procédures de marché. Nous avons diminué sur les charges générales. Nous avons aussi diminué sur les charges personnelles. Parce qu'il faut savoir qu'à mon arrivée, en 10 ans, c'est 10 millions d'euros de plus. Quand j'ai quitté
quitté la ville de Sainte-Anne, à l'époque j'étais directeur de cabinet, c'était 12 millions d'euros la masse salariale. Et quand je suis arrivé, c'était 22 millions d'euros. Donc vous voyez très bien, ce n'est pas 100 000 euros. Et par conséquent, aujourd'hui, nous tournons autour de 20 500 euros. Donc évidemment, en mutualisant aussi avec la Riviera du Levant, où une partie du personnel a déjà été transférée, notamment avec le transfert des déchets. Donc nous sommes dans une démarche de redressement, nous faisons beaucoup d'efforts, nonobstant le fait que j'ai quand même permis à pratiquement, pour 800 000 euros, permis à des agents qui pendant 10 ans ont connu l'injustice de ne pas connaître l'évolution de leur carrière. Je l'ai fait en arrivant, malgré cela, et en plus de ça, sans compter effectivement les charges sociales, notamment la Caisse d'allocation nationale d'allocation familiale, où ces charges n'étaient pas payées, où à mon arrivée en 2014, c'est pratiquement 1 million d'euros, 3 mandats de 300 000 euros que nous avons effectivement dû signer pour pouvoir répondre à ces arriérés. Baptiste, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous avez fait référence à l'assiette fiscale. Seuls 30% des Sainte-Annais paient les impôts directs. Vous avez élargi donc cette assiette pour pouvoir récolter plus de recettes ? Absolument. Nous avons 14 000 foyers fiscaux, effectivement. Donc, alors, nous sommes aujourd'hui à 30%, mais nous étions à 27% quand je suis arrivé. Donc, ce qui prouve effectivement que nous avons augmenté déjà de 3%. En tout état de cause, nous allons continuer ce travail, notamment en organisant les services fiscaux. Est-ce que cela va suffire, justement, par exemple, à payer ces chefs d'entreprise qui attendent toujours ? Non, cela ne suffit pas, dans la mesure où la Chambre régionale des comptes a demandé d'augmenter la pression fiscale, ce qui n'était pas du tout notre volonté. Donc, c'est pourquoi, effectivement, j'ai manifesté une certaine colère, en tout état de cause, pour pouvoir restructurer le budget, c'est cela. Donc vous annoncez ce soir que les impôts vont augmenter à Sainte-Anne. Les impôts vont augmenter, il y aura une augmentation de la pression fiscale, mais qui finalement ne sera pas à hauteur de ce que demande la Chambre régionale des comptes, parce que tout simplement le préfet qui va arrêter le budget, et je tiens à préciser, contrairement à ce que j'ai entendu, la ville de Sainte-Anne n'est pas sous tutelle. Et le préfet va arrêter le budget, nous sommes en train de travailler dessus. Il y aura une augmentation, en tout cas, des taxes, mais qui ne vont pas dépasser les moyennes. En tout cas, pour la taxe d'habitation, ce sera la moyenne régionale. Pour le foncier bâti, ce sera en dessous de la moyenne régionale. Bon, et ce qui nous permettra de rééquilibrer. Mais ce n'est pas simplement pour pouvoir combler un déficit par rapport à une gestion catastrophique que nous avons trouvée. Ça, il faut que les choses soient bien claires. Mais c'est surtout, premièrement, pour nous permettre effectivement de payer les entreprises, mais surtout pour nous permettre d'investir, parce que le déficit, il est en investissement. Vous l'avez dit, nous sommes arrivés avec 31 millions d'euros de dettes. Et lorsqu'on regarde Sainte-Anne, où sont les grosses infrastructures pour ces 31 millions d'euros de dettes? On ne les voit pas. Justement, quelle est votre vision pour cette collectivité au niveau touristique, économique? Alors, notre vision, elle est claire. Premièrement, évidemment, c'est de pouvoir, premièrement, rétablir la situation financière. Je ne suis pas là pour tenir un discours de Père Noël. Il faut que les choses soient très claires. Et faire un catalogue de ce que je vais faire et tout. Non, c'est premièrement assainir la gestion. Lorsqu'on assigne la gestion, ça permet effectivement d'investir. Investir, premièrement, notre priorité, c'est l'éducation. Faire en sorte que notamment l'ensemble des écoles soient dans de bonnes conditions. On a parlé de la rentrée tout à l'heure. Il y a encore beaucoup à faire parce qu'il y a, ce que j'ai constaté dans ma tournée, beaucoup d'efforts à faire au niveau des cléettes, des changements de cléettes qui sont obsolètes, beaucoup d'efforts à faire concernant les infiltrations, en tout cas l'étanchéité, et beaucoup d'efforts à faire évidemment sur la peinture. Ça, c'est une première chose. Donc, l'éducation, d'une manière générale. Deuxièmement, c'est le cadre de vie, et notamment refaire nos routes communales qui sont en piteux état. Et donc là aussi, c'est une priorité. Troisièmement, par rapport à la jeunesse, nous avons un stade, que nous devons remettre aux normes. Ensuite, il y a aussi des écoles. Nous devons pouvoir construire 1 à 2 écoles. Et pour ça, nous sommes entrés dans notre plan local d'urbanisme, de pouvoir dégager des terrains. Nous avons déjà effectivement des terrains qui sont déjà notre priorité pour cela. Et enfin, toujours pour la jeunesse, un gymnase, oui, nous avons besoin de gymnase. Vous avez des équipes au haut du pavé, notamment en sport de salle. Eh bien oui, nous devons pouvoir faire ça. Ce sont les priorités des priorités. J'aimerais vous dire simplement, tout ce que nous avons à faire à Sainte-Anne, ce n'est pas la peine d'avoir fait ni Polytechnique, ni Sciences Po pour pouvoir comprendre ce qu'il y a à faire. C'est visible. Simplement, il faut avoir les moyens financiers pour les faire et nous allons y arriver. De répondre à nos questions ce soir. Est-ce que vous suivez les élections de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guadeloupe?
Oui, j'entends les informations. Il y a aussi. C'est une élection importante. Oui, il y a aussi. Il y a certains candidats, effectivement, qui me forment aussi un peu de leur volonté. Alors, en tout cas, le président de la Fédération des très petites entreprises, Alan Nagam, présentait ce matin sa liste nommée Entreprise unie et forte. Il entend placer l'entreprise guadeloupéenne au cœur de la Chambre de commerce. Patrick Curie et Moïse Dexter nous en disent plus sur ses ambitions. On regarde. Nous sommes partants pour une élection démocratique. C'est-à-dire que c'est les chefs d'entreprise qui vont choisir la liste, qui vont choisir le président qui va diriger effectivement les affaires économiques du pays. C'est ce que nous avons voulu faire. Nous avons voulu permettre aux entreprises de choisir. Au départ, il ne s'agissait pas pour Guadeloupe Économique de défendre une colonne vertébrale proposée par la présidente sortante, mais bien de proposer une liste avec des candidats nouveaux. Nous avons une liste. Entreprise unie et forte n'est pas une scission de quoi que ce soit. C'est une entité, une liste nouvelle qui vient proposer une autre alternative, une autre vision, une autre orientation du développement économique. Et les grandes lignes que nous avons, c'est d'abord, quand on parle de vision économique, c'est un tout, c'est-à-dire que c'est la relance particulièrement des filières de production, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un pays où nous avons 2 abattoirs et pas suffisamment de têtes de bovins à abattre. Nous avons une production avicole qui représente que 10% de la consommation de la Guadeloupe. Et nous avons besoin de redonner confiance aux entreprises. Et nous avons aussi besoin de mettre en place l'accompagnement d'ingénierie économique et financière à la Chambre de commerce pour les collectivités territoriales de la Guadeloupe. Parce que vous savez que maintenant nous arrivons avec 4 pôles d'agglo. Nous devons effectivement avoir une Chambre de commerce pour accompagner justement ces pôles d'agglomération au développement du territoire de Guadeloupe. Et nous proposons même, parce que nous disons qu'il faut qu'il y ait un respect des choses, éviter que les agglos se marchent sur les pieds en proposant les mêmes choses. Restez avec nous dans un instant, vous verrez les conséquences des intempéries sur l'agriculture. Et puis l'atelier de peinture Odyssée est fin prêt à recevoir ses élèves. Sylvia Adélaïde nous a ouvert les portes de son atelier. Les fortes pluies qui se sont abattues sur tout le territoire ont noyé les cultures en Guadeloupe. Patrick Curie et Moïse Dexter sont allés à la rencontre de quelques maraîchers qui se disent inquiets. Après les pluies diluviennes qui se sont abattues, les maraîchers ont été les plus touchés. On a des plantes, par exemple, qui peuvent arrêter, qui peuvent survivre, mais qui arrivent, ils perdent de rendement. Ça veut dire que si, par exemple, vous pouvez sortir 10 tonnes à l'hectare, vous pouvez sortir peut-être 3 tonnes ou 4 tonnes à l'hectare. Là, vous regardez les champs là, vous pouvez voir, par exemple, on est plus de 70% si l'on est là qui mort, qui séchait complètement par rapport à de l'eau là. Et ensuite, on a un point qui restait. Donc, ça veut dire qu'on est peut-être 20 à 30% qui restait. La diversification, c'est des cycles courts. Qui ont entre 60 et 75 jours. Ces plantes-pas ne résistent pas beaucoup à de fortes pluies, à de forts millimètres d'eau. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans le marché de gros de liane, nos producteurs, il y avait moins de voitures, moins de producteurs sur le marché de gros. Il y avait à peu près entre moins 40 à 50% de production. Une perte colossale pour cette économie qui aura des répercussions sur les prix. Aujourd'hui, on a perdu plus de 50% de la production. Il faut dire qu'aujourd'hui, les tomates, les prix ont monté, la concombre, ça a monté, les prix, ça ne tient pas, les fruits poussent vite. Donc, de toute façon, les consommateurs voient le changement. Donc aujourd'hui, comment on va s'en sortir, je ne peux rien vous dire. Les maraîchers souhaitent que l'état de catastrophe naturelle soit décrété pour bénéficier des aides prévues à cet effet. Et ces fortes pluies ont déjà un impact sur les prix des fruits et des légumes. Et compte tenu des zones de mauvais temps à l'horizon, cela devrait s'accentuer dans les jours et semaines à venir. ATV Guadeloupe au cœur de votre vie quotidienne avec ce reportage de Moïse Dexter et de Patrick Curie. Sur le marché de la Darse à Pointe-à-Pitre, les intempéries de ces derniers jours se répercutent déjà sur les prix des fruits et légumes. Avant la pluie, c'était déjà un prix un peu élevé. Mais maintenant, là, je ne sais pas, pour la semaine prochaine, ce sera plus cher encore. Il y a beaucoup de légumes aussi qui seront absents. Il n'y aura pas même. Et les tomates arrivent jusqu'à 5 € le kilo. Et la salade, même 8 €. Un peu plus loin, c'est le même constat. 3 jours, la pluie a tombé. Il n'a pas augmenté pour la tomate, puis c'est pas ni. C'est concombre qui n'y a en quantité. Pas ni laitier, envoyé au vendre des 3 petits moches mon matin. Alors, mais c'est à partir de demain, même que je dis vraiment qu'il va augmenter. Et du côté des clients, certains s'en accommodent. Les prix, on ne peut rien dire, il faut accepter comme elle est.
La vie, elle est dure maintenant. Non, toujours 2 euros. C'est ça qu'on achète. De la semaine dernière, aujourd'hui, j'en ai acheté la semaine dernière, c'était pas cher. Cette semaine, j'ai pris, c'était pas cher. Pour d'autres, ce nouveau coup au porte-monnaie n'arrange pas les affaires. La semaine dernière, là, on pouvait trouver 3 têtes de salade bien baraquées à 2 euros. Mais maintenant, là, on trouve à 3 euros, 2,50 €, c'est pas normal. 3 têtes que j'achetais pour 2 euros, là, je l'achète à 3 euros. Et si le temps ne s'améliore pas, la saison ne s'améliore pas, eh bien, on va pouvoir acheter des doubles, triples prix qu'on l'achetait auparavant. Dans les prochains jours, les prix risquent de flamber. En cause, notamment, la rareté de certains produits. Commencée au mois d'août, l'exposition des mains art s'est achevée aujourd'hui dans le hall de la région à Basse-Terre. Il s'agissait pour la collectivité d'offrir une vitrine à de nouveaux talents dans le cadre d'un projet de réinsertion. Reportage Isabelle Amou. Des Ménards, l'exposition de plusieurs jeunes en voie de réinsertion. Ils ont été encadrés par la plasticienne Marie Guadeloupe pour un tour d'horizon en Afrique. L'exposition est visible depuis le 22 août. Plus de 50 pièces ont été repérées par des visiteurs et des passionnés d'art. Elles seront mises en vente par chacun des créateurs. Autre découverte, celle de l'atelier Odyssée qui a ouvert ses portes aujourd'hui. À Pointe-à-Pitre, du crayon à la peinture, en passant par le fusain et le pastel, toutes ces techniques sont abordées dans les cours dispensés par l'atelier. Je vous propose de découvrir tout ceci avec Karen Diamin. Sylvie s'affaire, car dans moins de 3 heures, elle recevra ses élèves pour démarrer une nouvelle année de peinture. Je me prépare à recevoir mes élèves, donc il y a ceux de l'an dernier et puis les personnes qui viennent voir comment ça se passe ce soir, donc je suis prête. Dispensée à l'atelier Odyssée, il n'y a pas d'âge pour participer au cours de Sylvie. Il y a 2 types de cours, un cours pour enfants, donc ça c'est le mercredi matin et mercredi après-midi. Mercredi matin c'est art créatif, donc c'est un autre prof qui donne les cours, et le mercredi après-midi ça sera moi, donc peinture, dessin pour les enfants. Et le jeudi soir et le samedi matin, ce sont des cours pour adultes. Donc là, on apprend le dessin, les bases du dessin, l'ombre et la lumière. Et puis on aborde les différentes techniques aussi de peinture très rapidement. Artiste plasticienne issue des Beaux-Arts, Sylvie partage ses nombreuses connaissances de manière très méthodique. À l'atelier, on peut accueillir à peu près une douzaine de personnes par cours. Ça se passe de la façon suivante. On a différents exercices pour les débutants et pour les personnes qui sont déjà initiées ou qui ont déjà pris des cours ultérieurement. En fonction des personnes et du niveau, on choisit des sujets. Donc les débutants, ils attaquent avec des représentations en général de nature morte pour apprendre véritablement les proportions, comment exercer l'œil, comment retranscrire sur le support. On apprend aussi les différents médiums, c'est-à-dire on expérimente le crayon, les différentes mines, le fusain, la sanguine, voilà. Et pour les plus expérimentés, on a des sujets ou figuratifs ou des sujets plus libres, où là, on expérimente des techniques particulières avec du collage, des incrustations de matériaux et voilà, toutes sortes de choses. Méthodique mais passionnée dans l'âme, Sylvie a toujours souhaité partager sa passion. L'atelier Odyssée a ouvert en 2006. J'étais alors associée avec une autre plasticienne, Myriam Moka-Célestine, et on dessinait chacun et on peignait chacune de notre côté. Moi, je suis ancienne élève des Beaux-Arts et en fait, j'ai toujours donné des cours d'abord à mes petits cousins et de tout temps. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime transmettre et à travers l'atelier Odyssée, je peux le faire avec plaisir. Ce soir, l'atelier sera complet entre anciens et nouveaux élèves. Sylvie pourra alors partager sa passion. Le chanteur guadeloupéen Amiralty se produira bientôt à Bercy le 15 avril prochain.
L'heure est déjà aux préparatifs et pour que le spectacle soit tout aussi visuel que musical, l'artiste a fait appel à une styliste martiniquaise, Christelle Marco. La jeune créatrice de mode doit confectionner 5 tenues pour le grand concert. Elle nous a ouvert les portes de son atelier et dévoilé une première tenue. Voici le reportage d'ATV Guadeloupe et d'ATV Martinique. Dans cette housse, une pièce unique, des heures de travail satiné et brodé sur mesure. Donc voilà le dos en fait de la tenue. Et donc voilà, c'est un motif que j'ai dû broder à la demande de l'artiste, car il souhaitait en fait quelque chose en particulier dans le dos de sa veste. Et donc voilà, c'est un petit rappel d'un peu tous les détails qu'il y a sur la veste. Du podium à la scène, c'est la première fois que la jeune styliste formée à Paris s'essaie à l'exercice. 5 tenues pour 5 tableaux, uniques, futuristes et haute couture. Je voulais quelque chose de classe et d'assez impérial, on va dire, un style vraiment haute couture. Et donc voilà, c'est le choix des couleurs. On a choisi à 2, on a vraiment bossé sur le projet en amont. J'ai fait des croquis, j'ai fait plusieurs propositions et on s'est arrêté sur celle-ci qu'ils ont choisi tous les deux. Des commandes comme celle-ci, c'est pas tous les jours, donc moi j'aime tout ce qui est créatif et original et moi ça m'apporte un plus. Allô, oui Christelle, alors tu vas bien? Ouais, tu as vu les commentaires sur la vidéo. Avant de traverser l'Atlantique pour le grand show parisien, le costume a fait escale en Guadeloupe, le temps d'une séance photo, un teaser qui fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux. Certains y voient une référence au roi de la pop. À la base, on n'a pas pensé à Michael Jackson, c'était pas la direction qu'on lui avait donnée. Moi, ça m'a plus fait penser à justement Ignace, voilà, nos représentants ici. Ce qui représente vraiment quelque chose pour nous. Ça m'a plus fait penser à Ignace. J'ai même vu des gens qui ont parlé de Shellshare aussi. En près de 20 ans de carrière, Admiralty s'est déjà produit sur plusieurs continents et dans des salles prestigieuses. Mais le show d'avril prochain sonne comme une consécration. La salle peut accueillir jusqu'à 20 000 spectateurs. Pour moi, passer à Bercy, c'est quelque chose d'extraordinaire, et pas seulement pour moi, mais aussi pour toute la communauté caribéenne, antillaise, etc. Donc pour tout mon public. Et donc c'est vrai que moi, je suis le premier artiste caribéen à passer en solo à Bercy. Autant dire que le Guadeloupéen au disque d'argent va mettre le paquet. Aux côtés de sa femme et manager Jessica, il peaufine à distance tous les détails. On a prévu 12 mois de travail pour tout planifier parce qu'il faut que tout puisse s'emboîter et qu'on soit fin prêt le jour J, donc le 15 avril 2017, qu'on ait le temps de faire des filages, qu'on ait le temps de créer les chorégraphies, de créer les costumes. On a l'intention de faire des castings également pour les danseurs. Enfin, il y a beaucoup de choses qui doivent s'emboîter et donc il faut s'y prendre à l'avance. C'est vrai que tout le temps nous entend parler des concerts à Beyoncé, concerts à Chris Brown, etc. Bon, les gens qui ont l'habitude de me venir me voir en spectacle, que ce soit lors de mes précédents zéniths, ils savent que nous, quand on fait des spectacles, c'est vraiment des spectacles, ce sont des spectacles, c'est pas juste des concerts. Et donc là, vraiment, on veut montrer que voilà, quoi, les Caribéens représentent et que ce n'est pas seulement les Américains ou bien les étrangers qui peuvent faire des spectacles à ce niveau. Les billets sont en vente depuis le 27 avril dernier. Prix des places de 40 à 60 €. 15 avril 2017. Et l'événement s'annonce grandiose. Place aux informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Petit-Bourg. Des coupures sont prévues dès ce soir 22 h, avec un retour à la normale prévu demain en fin de soirée. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous attend demain à la clinique choisie à Gosier de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 71 2 fois ou nous envoyer un email à notre adresse rédaction@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.